à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Format Santé. Dans quelques instants, nous prenons la direction de Maison Lafitte pour rejoindre mes invités. Mais avant cela, voici le programme qui vous attend dans cette émission. Dans l'interview, nous serons avec le médecin ostéopathe Gilles Mondoloni et la présidente de l'association Afibro 78, Marie-Pierre Chevalier. Avec eux, nous reviendrons sur un trouble méconnu, la fibromyalgie. Nous entendrons également le témoignage de Florence Rollin-Alix qui participera au Rallye des Roses des Sables pour faire connaître sa maladie. Puis nous suivrons une patiente venue apaiser ses souffrances dans le reportage, des douleurs à ne pas traiter n'importe comment, comme nous le verrons dans la consultation du docteur Noëlla Rodenbucher. Mais avant cela, comme d'habitude, retour sur l'actualité santé du moment. Ce week-end s'est tenue la 22e édition du SIDAction. La campagne mettait l'accent cette année sur les conditions de vie des personnes vivant avec la maladie. Avec le sida, la vie est beaucoup plus compliquée. Un message notamment relayé par l'association AVH 78 qui organisait à cette occasion une action de prévention à destination des jeunes. À l'issue des 3 jours de mobilisation, la générosité des donateurs a reflété une fois de plus l'intérêt du grand public à cette cause restant toujours une réalité. 4 210 000 € de promesses de dons ont pu ainsi être récoltés, mais vous pouvez encore faire monter ce chiffre pour faire avancer la recherche en appelant le 110 ou sur le site sidaction.org. Autre fléau, autre combat cette fois en direction des malades d'Alzheimer et de leurs proches. Un temps de parole leur a été proposé par la coordination gérontologique de Houille ce lundi pour répondre aux questions relatives aux impacts de la maladie dans le quotidien. Un sujet qui revient sur le devant de la scène depuis la promulgation d'une loi qui reconnaît le droit au répit pour les aidants familiaux et leur attribue même une indemnité depuis début 2016. De nombreuses solutions existent aujourd'hui pour aider les familles comme la halte répit Alzheimer de Sartrouville. Et on termine en douceur. Du 8 au 10 avril, le Palais des Congrès de Versailles accueillera le Salon du bien-être par les thérapies douces. Ateliers, conférences et rencontres avec des professionnels du secteur seront au programme avec un accent sur le bien-être au travail développé vendredi lors d'une table ronde réservée aux entreprises. Puis samedi et dimanche, place aux particuliers qui pourront découvrir de nombreuses pratiques comme le feng shui, la sonothérapie ou encore l'anti-gymnastique. En tout, plus d'une vingtaine d'exposants présentera ces spécialités. C'est de 10h à 18h30 pour le public, avec une entrée à 3 €. La fibromyalgie ou syndrome polyalgique idiopathique diffus. Alors si vous avez quelques notions de latin et de grec, vous comprendrez assez vaguement qu'il s'agit de fibres, de muscles, de douleurs. Mais pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, je suis avec Marie-Pierre Chevalier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association Afibro 78 et à côté de vous, le docteur Gilles Mondoloni. Bonjour. Vous êtes médecin ostéopathe. Alors, on a pu décortiquer un petit peu le nom, surtout étymologiquement, mais médicalement, qu'est-ce que la fibromyalgie? Je vais y arriver. Quels sont en tout cas les signes et on verra ensuite les causes. La fibromyalgie, c'est une maladie caractérisée par des douleurs musculaires qui sont diffuses, donc qui vont toucher surtout le dos, également les membres inférieurs, qui sont des douleurs chroniques. Donc, ce sont des gens qui ont mal au moins depuis 6 mois. Des douleurs qui sont plutôt du style des brûlures, des piqûres. Et ce sont également des douleurs associées à une notion d'anxiété, de trouble du sommeil, d'un facteur stress++. Donc ce sont des gens douloureux, fatigués, anxieux et qui dorment souvent très mal. Et puis on verra, à mon avis, c'est un cercle vicieux, toutes ces choses-là. Alors comme souvent dans cette émission, il y a le côté théorie et puis il y a le côté pratique. Alors dans votre quotidien, Marie-Pierre, comment ça s'est révélé? Comment s'est révélée la maladie? Et avez-vous toujours subi ces symptômes ou est-ce que c'est venu d'un coup? Non, en fait, les symptômes, j'ai dû les avoir depuis un petit moment parce que j'avais des douleurs depuis longtemps. Quand j'en parlais au médecin, il me disait de prendre une petite aspirine, voilà, que ça allait se passer et tout. Et de fil en aiguille, au fil des années, je pense que le corps avait très mal. Au fil des années, ça veut dire quoi? Pour se rendre compte, c'est à partir de 10 ans, 15 ans, 20 ans ou bien plus? Bien plus, attention. Je ne sais pas trop parce qu'on me demande toujours comment ça a commencé. En fait, je ne sais pas. On ne sait pas trop comment ça commence. On sait qu'on a toujours des douleurs, qu'on en a toujours eu, plus ou moins. Et puis, c'est arrivé aussi un jour où je n'ai plus réussi à marcher, plus avancer, pas pu sortir de mon lit. Enfin voilà, petit à petit, je sentais que le corps n'en pouvait plus, je n'arrivais plus à marcher. Et donc c'est vraiment pas des petites douleurs, là pour le coup c'est très voilà, handicapant. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que le corps n'en pouvait plus, quoi. Ce jour-là, c'était stop. Voilà. C'est venu il y a combien d'années? Il y a 7-8 ans, 8 ans maintenant.
Et alors, d'où vient l'origine finalement de ces troubles? Est-ce que c'est génétique? Y a-t-il des facteurs à risque, des profils peut-être plus aptes à être touchés? Alors c'est pas génétique, en fait c'est l'accumulation de trop de stress. Stress physique, stress psychique. Donc ce sont souvent des gens qui depuis l'enfance vivent des traumatismes divers et variés, donc ils vont cumuler des accidents sportifs, accidents de la voie publique, des problèmes psychologiques, donc ça peut être des deuils, des séparations douloureuses, des attouchements sexuels. Donc ça crée en fait un stress important qui est ressenti au plus profond de la personne, qui n'est pas forcément toujours verbalisé. Donc la personne le garde en elle, n'ose pas en parler par pudeur. Le problème c'est que ce stress devient chronique et va progressivement impacter le cerveau. Donc le cerveau va se mettre à dysfonctionner. Donc qu'est-ce que l'on sait depuis quelques années? C'est que maintenant les voies de la douleur du cerveau sont perturbées. Ce qui signifie qu'un fibromyalgique, quand on le pince par exemple avec un pincement X, ça lui fait très mal. Alors qu'une personne lambda, il n'aura pas forcément très mal. Donc il y a une perception de la douleur chez le fibromyalgique. Ce que l'on sait aussi, c'est que la fibromyalgie s'accompagne de perturbations de certaines hormones du cerveau. Donc c'est vraiment une maladie à part entière, avec certes du stress, mais tous les stressés ne sont pas des fibromyalgiques, mais le stress, bien sûr, aggrave les douleurs du fibromyalgique. Donc c'est pas forcément génétique, ou du moins aujourd'hui on ne le saurait pas. Apparemment, il y aurait plus de femmes que d'hommes touchés. C'est plus souvent les femmes, ça peut être également des enfants. Pourquoi les femmes? Parce qu'au niveau psychologique, elles sont comme plus fragiles que les hommes. Elles sont plus facilement aussi harcelées, parce que le harcèlement fait souvent le lit aussi de cette maladie. Le fait de côtoyer, de fréquenter des gens qui sont un petit peu pervers, qui ont tendance à abuser de ces personnes qui sont souvent très généreuses, très gentilles, trop gentilles, fait qu'en fait c'est plus souvent les femmes qui subissent en fait. Puis on le dit dans la société qu'elles sont peut-être plus sensibles, elles sont plus également. Sensibles aussi, Alors dans votre cas, aviez-vous dans votre famille ou dans votre entourage quelqu'un touché par la maladie? Comment avez-vous réagi quand vous avez pris conscience qu'il s'agissait de fibromyalgie? Alors non, dans la famille apparemment il n'y avait personne où c'était pas connu, je sais pas, parce qu'il y a aussi, au début quand on se plaint on nous dit que c'est des rhumatismes, des choses comme ça, voilà, des tendinites. Donc peut-être, oui, dans la famille, peut-être qu'il y avait quelqu'un, mais je ne pourrais pas dire que c'est vraiment une fibromyalgie. Vous n'avez jamais entendu parler avant ce terme, fibromyalgie? Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout, et quand j'ai commencé à dire vraiment sérieusement au médecin que j'avais des grosses douleurs, voilà, je n'étais pas vraiment crue. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, voilà, prenez une aspirine, ça va se passer. Seulement, j'avais beau en prendre une, j'avais beau en prendre deux, ça passait pas. Et c'est vrai que c'est un diagnostic qui n'est pas toujours évident à poser. C'est vrai que vous, en tant que médecin, vous avez peut-être été confronté à ça, même si vous êtes particulièrement sensibilisé au sujet. Car il n'y a pas vraiment d'anomalie, vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment d'anomalie visible à déplorer. On parle même de maladies fantômes parfois. Alors comment arrivez-vous à déterminer tout de même, qu'il s'agit d'une fibromyalgie plutôt que d'autre chose? Alors comme toujours, on commence par l'interrogatoire, on pose des questions, on cherche à savoir quel est le passé, le vécu de la personne. Après, c'est le descriptif des symptômes, donc des douleurs diffuses qui touchent donc surtout le cou, le dos, les lombaires, les fesses, mais pas seulement, ça peut être également des douleurs de mâchoire, plus une notion de fatigue très importante dès le matin, d'épuisement, trouble du sommeil, plus bien sûr l'examen clinique. Et l'examen clinique, qu'est-ce qu'il fait? Il va rechercher différents points douloureux. Donc vous prenez par exemple une personne, vous la mettez debout, schématiquement vous la coupez en deux parties, l'hémicorps droit et l'hémicorps gauche, et vous repérez des points douloureux. S'il y a des points douloureux à différents endroits, vous les comptez, et on dit que pour une fibromyalgie, il faut qu'il y ait au moins 11 points sur 18 qui soient douloureux à un appui relativement fort. Et on imagine une douleur, donc comme on parlait tout à l'heure, une douleur chronique, c'est-à-dire que si on est tombé dans les escaliers ou quelque chose comme ça, on distinguera bien, évidemment, c'est différents cas, c'est bien ça, cette notion de durée, de douleur dans le temps. Cette notion de durée, cette notion aussi de contexte psychologique qui est un petit peu lourd. Après, le problème de cette pathologie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de stigmate anatomique, il n'y a pas d'IRM qui fait le diagnostic. Ils ont un peu mal partout. Les traitements qu'on leur donne, les anti-inflammatoires qui sont souvent donnés parce qu'on pense à des pseudo-tendinites, mais ce n'est pas des tendinites, diagnostic trop hâtif de beaucoup de médecins malheureusement, fait que les gens ne sont jamais soulagés. Ils vont de médecin en médecin, examen en examen, et à la fin on finit par leur dire c'est dans votre tête. Alors c'est certes un peu dans la tête, comme toute pathologie chronique, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et une fois qu'on a mis des mots sur nos mots, j'imagine que même si la douleur ne part pas, c'est tout de même une forme de soulagement quand même de savoir que justement on n'est pas fou.
voilà, c'est savoir pourquoi finalement on souffre, et c'est alors l'occasion de partager son expérience, se faire aider. C'est d'ailleurs le but de votre association, à Fibro 78, on en vient forcément à là. Alors à qui s'adresse-t-elle et que proposez-vous? Alors elle s'adresse bien sûr aux personnes qui sont un peu seules, parce que en fait quand on apprend le nom fibromyalgie, quand on vous donne ce nom-là, moi je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je suis vite allée sur internet voir un petit peu ce que ça donnait. Sur internet on voit un petit peu tout, donc parfois ça peut faire un petit peu peur. Voilà, ça faisait peur parce que je suis allée sur des forums où tout était négatif. Bon, voilà, j'ai vu que ça faisait pas mourir, entre parenthèses, donc déjà ça m'a rassuré un petit peu. Et puis j'ai vu une personne qui, elle, était positive. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans qu'elle avait ça. Et tout ce qu'elle disait, c'était bien. Ça donnait un petit peu de... Donc j'ai contacté cette femme. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai fait cette association, en fait, parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Donc je me suis dit... Parce qu'au début, quand on est malade, on tombe vraiment très bas, on remonte. Enfin voilà, c'est assez bizarre. Quand j'ai pu sortir un petit peu la tête de l'eau, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose pour moi et aussi aider quelqu'un. Donc j'ai aidé une copine, enfin une dame qui est devenue copine, je l'ai aidée un petit peu. Et puis de là, on est parti sur cette association. Donc on fait des petits ateliers pour se rencontrer, on fait des petites sorties, enfin voilà, on essaye de... Même si c'est des petites sorties dans les bois, parce que quelquefois on a du mal à marcher, mais on rit pendant 1 heure ou 2, on essaye de parler d'une chose, d'autre. Et puis voilà, ça fait passer le temps, ça se fait rencontrer d'autres personnes aussi. Et puis... Je pense que pendant ce temps-là, la tête, elle pense à autre chose. Et... Allier le côté physique et voilà. Aussi psychique, évidemment. On comprend l'importance de ce réseau pour apporter un mieux vivre avec la fibro. Mais bien sûr, l'idée reste tout de même de soulager les douleurs, quand même, parce que c'est quand même ce qui nous fait souffrir au quotidien. Et tous les autres troubles qu'on a pu voir, parce que donc il y a certes les douleurs, mais les problèmes de sommeil, etc. Pour cela, vous proposez plusieurs types de soins. Vous, Dr Mandolini, l'ostéopathie, bien sûr, mais pas que, c'est bien ça? Alors déjà, avant de traiter, j'essaie de travailler sur l'hygiène de vie de la personne, parce qu'il faut le dire, il faut respecter les 3-8. Le travail, c'est bien, mais avec modération. Quand on travaille trop, on stimule trop le système sympathique, qui est le système d'excitation du corps, le système du stress. Donc il faut un peu moins travailler, autant se faire se peut. Il faut avoir un meilleur sommeil, parce que le sommeil permet d'être moins fatigué, d'être moins dépressif aussi. Et puis il faut avoir un temps de loisir aussi. Donc ça, c'est le b.a.-ba, donc de la marche, du sport. Maintenant, pour le traitement, oui, effectivement, je pratique différentes médecines. Et ce qui marche bien dans la fibromyalgie, c'est l'auriculothérapie. Donc, c'est l'acupuncture de l'oreille, où je mets des petites aiguilles qui font 1 mm ou 2 dans l'oreille, qui restent 1 semaine ou 2, dans la zone du stress. Donc on se balade dans la rue, par exemple, et on a quoi? On a un petit pansement, en fait, c'est ça? Un petit pansement. Ça ne se voit pas trop, ça ressemble à une petite gommette, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, l'idée, c'est de diminuer le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux hyper exprimé chez le fibromyalgique. Et dès qu'elle sort de la séance, en général, la personne est détendue, plus détendue. On va bien sûr agir en acupuncture de l'oreille sur les points douloureux musculaires, parce que ce sont des points musculaires, il faut le rappeler. Après, l'ostéopathie peut être aussi une très bonne médecine, parce que l'ostéopathie va détendre les muscles qui sont contracturés, elle va les dénouer. L'ostéopathie va débloquer certaines vertèbres qui créent des contractures musculaires. Et puis ce qui marche bien aussi, c'est la mésothérapie, donc l'injection locale en intradermique de substances qui sont antidouleurs, décontracturantes musculaires. Donc ça, c'est la base du traitement médical, entre guillemets, de médecine naturelle. Quand on traite de manière un peu plus classique, on a tendance à prescrire du Laroxyl, qui est un antidépresseur à minima, qui permet de diminuer la perception douloureuse. Alors, une réelle approche globale que je vous propose de découvrir dans ce reportage que nous avons d'ailleurs tourné ici, dans votre cabinet, avec l'une de vos patientes. J'ai 35 ans et j'ai commencé à souffrir, je devais avoir 30 ans à peu près. La fibromyalgie, une maladie fantôme, méconnue et souvent compliquée à diagnostiquer. Elle entraîne des douleurs musculaires et articulaires chroniques, du stress mais aussi des troubles du sommeil. Ils ont mal partout, donc on a trop tendance à dire c'est le stress, c'est la nervosité, c'est la dépression, alors qu'en fait non, il y a une logique médicale, il y a une dysfonction du système nerveux central, c'est prouvé par des imageries récentes, il y a une perturbation des neurotransmetteurs. Nathalie souffre de fibromyalgie depuis 5 ans. Cette maladie empoisonne son quotidien de symptômes douloureux. Pour les traiter, elle s'est tournée vers les médecines naturelles. Maintenant, je vais piquer la zone émotionnelle, parce que dans la fibromyalgie, il y a souvent un problème émotionnel caché. Donc ce sont souvent des gens, je vous l'explique, si on ne l'a pas dit, je vais vous le redire,
Ce sont souvent des gens qui ont vécu un passé douloureux. Alors je ressens une forte chaleur, déjà parce qu'il me met des aiguilles dans l'oreille, il fait de l'auriculothérapie. Tout de suite je me sens beaucoup mieux et après ça il enchaîne avec des piqûres, mésothérapie et de l'ostéopathie, des manipulations. Donc à la suite de ces trois on va dire mécanismes combinés, je me sens vraiment mieux. La fibromyalgie peut également entraîner un état dépressif. Ce médecin préconise alors les pensées positives. À l'instar d'une méthode Coué, leur ramener un peu de positif. Donc en fait, on leur envoie progressivement dans le cerveau donc des pensées positives, des idées positives qui vont s'impacter au niveau du cerveau et qui vont progressivement modifier le patient. La séance permettra de soulager Nathalie pendant plusieurs mois. Le corps médical incite également les personnes souffrant de fibromyalgie à pratiquer une activité sportive régulière. Et on peut voir dans ce reportage que votre patiente a certes bien voulu témoigner, mais de façon anonyme. C'est vrai que c'est une maladie qui semble assez honteuse, du moins c'est ce qu'on peut en lire dans les différents articles sur le sujet, qui se font de plus en plus fréquents, même si c'était encore une fois assez rare et tabou. Alors, même si vraisemblablement ce n'est pas ou peut-être plus le cas, puisque vous êtes la présidente de l'association Afibro 78, mais pourquoi, selon vous, reste-t-il cette gêne quand on parle de la fibromyalgie, quand on se dit donc fibromyalgique ? Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on parle aux gens en disant, voilà, moi j'ai été arrêtée au niveau de mon travail, j'ai repris mon travail, il a fallu que j'explique tout ça, que je me justifie un petit peu en disant voilà, bah oui, il y a des choses que je ne peux plus faire, il y a des choses que j'essaye de faire, mais il y a des jours où j'y arriverai pas. Mais comme rien ne se voit, c'est pas évident parce qu'on n'arrive pas à... faut se justifier tout le temps. Voilà, donc il faut qu'on arrive à nous croire. Et tant qu'on ne nous croit pas, on n'est pas bien, on a l'impression de gêner parce qu'on ne va pas arriver à faire quelque chose, on va être obligé de demander. Donc on essaie de ne pas demander, on essaie de le faire et c'est un engrenage et il arrive un moment où on ne peut plus. Donc le fait d'être un petit peu en recul comme ça par rapport aux autres, ben oui, on s'efface un petit peu et on n'ose pas trop finalement, voilà, on n'ose pas trop dire. Une méconnaissance qui a longtemps persisté, même dans le milieu médical. On en parlait tout à l'heure, les médecins ne sont pas forcément toujours au fait, puisqu'il a fallu attendre 1987 pour que la fibromyalgie soit reconnue comme maladie handicapante par l'American Medical Association et 1992 pour que l'Organisation mondiale de la santé reconnaisse son aspect rhumatismal plutôt que psychiatrique. On le disait un petit peu tout à l'heure, ça veut dire que jusque-là on pensait que finalement les malades déliraient. Comment expliquer ce mépris face à une souffrance pourtant bien réelle ? Parce que le fibromyalgique est à la croisée des médecines, il est à la croisée de la neurologie, de la rhumatologie, de la gastro-entérologie, etc. Donc, dans une médecine qui est de plus en plus hyper compartimentée, en fait, il s'apparente, il crée les conditions d'un échec pour le médecin. Et ça, pour un médecin qui parfois est un petit peu dans une notion d'ego, c'est vrai que c'est difficile à accepter. Et puis, il n'y avait pas forcément de traitement à l'époque pour soigner cette pathologie. Le Laroxyl est sorti il y a plusieurs dizaines d'années, ça a un peu soulagé les patients. Puis il faut reconnaître que ça n'intéressait pas trop la rhumatologie, parce qu'il y avait d'autres chats fouettés, on préférait soigner les rhumatismes inflammatoires, les polyarthrites rhumatoïdes, l'arthrose. Et c'est avec le nombre de gens en souffrance qui ont commencé à créer des associations qu'on a commencé à s'y intéresser. Et vous-même, vous avez été confronté à ce genre de réaction, donc justement, peut-être même par le corps médical. Que vous a-t-on dit, qu'a-t-on pu vous dire quand vous décriviez vos symptômes ? On ne croyait pas trop. En fait, mon médecin traitant, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est une personne qui m'a écoutée quand même au bout d'un petit moment. Qui m'a fait faire des examens. C'est vrai qu'on ne voit rien aux examens, rien ne se voit, ni aux IRM, ni aux scanners, rien. Donc j'ai fait des examens dans un hôpital, j'ai fait les mêmes examens dans un autre hôpital pour voir pour faire une comparaison. Et puis à la suite de ça, c'est par déduction. Donc là, le médecin a vu que vraiment je n'arrivais plus à avancer. Je suis restée 4 mois sans marcher, je ne pouvais pas sortir du lit. Même elle ne comprenait pas au départ. Et puis à partir de là, elle m'a prise au sérieux. Et voilà, donc il y a eu un engrenage. Je suis allée au centre de la douleur. Et je pense que c'est le seul médecin qui m'a cru. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lui parler, il a regardé les points. En fait, sur les 18, j'en avais 16 qui me faisaient très mal. Donc là, il s'est assis, il m'a dit, là c'est une fibromyalgie, on va refaire encore des petits examens pour voir, mais
vraiment pour se donner Pour être sûr, voilà, pour évidemment, être du sûr, voilà. diagnostic, hein. Et quand il m'a dit ça, mais en fait, j'ai fondu en pleurs, quoi. Je me suis mise à pleurer et il m'a demandé pourquoi. Alors, je lui ai dit, mais vous êtes le premier à me croire, à m'écouter. C'est ce qu'on disait Voilà. finalement tout à l'heure, Et à c'est partir un peu de là, un soulagement aussi. voilà, d'être, j'ai eu enfin l'impression entendu. d'avoir un poids en moins, quoi, parce que j'ai l'impression d'être un boulet quelque part, quoi. C'était... C'est ce qu'on dit, hein, souvent mettre les mots sur la maladie, Voilà. ça fait partie de la guérison, une maladie en tout cas qui se doit d'être mieux comprise afin d'être mieux encadrée. Et pour la faire connaître et lever certains tabous, de nombreuses initiatives voient le jour. Donc il y a votre association, hein, on en a parlé, mais également une action menée par Florence Rollin-Alix. Elle est fibromyalgique et fera partie de l'équipage du Frelon Rose, seule sur son quad pour le rallye des Roses des Sables 2016. Je ne vous en dis pas plus, c'est elle qui nous explique dans le témoignage. Alors, tout d'abord, je l'ai su par c'est ma sœur qui me dit je vais faire le rallye Trophée Rose des Sables avec une amie. Et moi, c'était un passage où oui, j'étais pas bien du tout à cause d'une annonce de ma santé ou pour plus tard où ça va pas très bien se finir. Et là, j'ai décidé de dire oui. En fait, je vais le faire, je serai capable d'y arriver. Je sais que je suis assez costaud pour le faire, malgré la maladie. Et je veux me prouver aussi qu'avec une maladie, on peut réaliser son rêve, car pour moi, c'est devenu un rêve qui est très très important pour avancer. Donc j'ai eu j'ai plusieurs objectifs. Par rapport à ce rallye aussi, c'est sensibiliser les gens pour la maladie, la fibromyalgie, pour la faire reconnaître, pour pouvoir parler avec les gens. Après, c'est surtout pendant le rallye, c'est réussir étape par étape. Parce qu'il y a plusieurs étapes à franchir. Donc mon but, c'est pas d'arriver première, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée de chaque étape. Et bien sûr, l'objectif, c'est de réussir et de franchir la ligne d'arrivée. Il y a aussi la préparation qui est assez dure. Donc ça demande beaucoup d'énergie, de fatigue pour rechercher les sponsors. Donc mon objectif, c'est de réunir la somme, de pouvoir prendre le départ le 13 octobre. Et justement, pour m'aider à réaliser ce défi, il me faut donc des sponsors. Donc c'est une participation à peu près de 10 000 €. Donc grâce déjà à plusieurs sponsors, j'ai réussi à récolter 3 000 €. Donc voilà, je recherche des sponsors qui voudraient bien m'aider à réaliser ce grand défi. Voilà, n'hésitez pas donc à soutenir cette initiative de Florence Rollin-Alix en envoyant des dons. Et puisqu'on parle d'argent, parce que ça va souvent avec, hein, on va parler de la recherche, puisqu'on a besoin d'argent pour faire avancer la recherche. Où en est-on aujourd'hui concernant cette maladie pour améliorer la vie des personnes touchées? Je crois qu'elle fait partie maintenant des luttes qu'engage le Téléthon. En tout cas, c'est déjà une première reconnaissance pour vous? Bien sûr, pas, oui. hein. Enfin, ça fait partie des maladies qui étaient soi-disant orphelines avant et qui sont entrées au Téléthon, je crois, il y a 4 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, la recherche quand même évolue. Quelles sont les pistes finalement? On parle beaucoup de neurologie également pour essayer de faire avancer ces choses-là. Où en est-on? C'est surtout des pistes dans la recherche des neurotransmetteurs. En fait, on sait que chez le fibromyalgie, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui dysfonctionnent. Donc la sérotonine déjà est en diminution chez les fibromyalgiques. La sérotonine, il faut le rappeler, c'est l'hormone du plaisir, du bonheur. Donc évidemment, on comprend pourquoi les fibromyalgiques sont un peu dépressifs. Dans la fibromyalgie, il y a également une diminution de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc c'est pour cela que les fibromyalgiques dorment mal. Réveil fréquent, endormissement difficile. Et ça, on peut pas, je reviens un petit peu, hein, certes, sur la question tout à l'heure, mais on peut pas le tester, le mesurer pour dire, voilà, là, il y a une déficience, donc vous êtes fibromyalgique. Ça se teste par des examens sanguins urinaires et on sait qu'il y a une corrélation entre l'importance des symptômes d'une fibromyalgie et l'importance de la diminution de tels neurotransmetteurs. Donc il y a beaucoup de pistes de recherche pour tester des médicaments, des plantes. Et on est de plus en plus efficace dans la prise en charge de la fibromyalgie. Mais ce qu'il faut absolument avoir, c'est une prise en charge globale. Il ne faut pas traiter la fibromyalgie avec un seul axe. C'est ça ce que vous souhaitez, un petit peu, un meilleur encadrement de la maladie par vos pairs, parce que c'est vrai que il y a la maladie, il y a la douleur physique, on l'a dit, il y a la douleur aussi psychologique. C'est important d'être peut-être plus au fait, peut-être dans les études de médecine, de faire changer ces choses-là. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avancée? Je pense qu'il faut tout simplement œuvrer dans le sens d'une meilleure humanité chez les médecins, un peu plus d'altruisme, plus envie de se mettre en cadre pour aider son patient. Alors, tout en restant bien sûr cartésien, et je pense qu'il faut considérer la personne dans sa globalité,
la traiter plus comme un millefeuille et non pas la voir comme un cas, voilà, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut une vision globale des choses. Donc, il faut intégrer le psychologique, l'hygiène de vie, l'alimentation, et c'est la base des bases. Et c'est quand on fait ainsi qu'évidemment, on diminue le recours au traitement chimique, où la personne prend conscience de son problème et elle passe d'un statut d'assisté à un statut où elle s'implique réellement, en fait. J'imagine que vous allez forcément aller dans ce sens. Qu'est-ce qui, selon vous, fait défaut aujourd'hui et qu'aimeriez-vous, voilà, les points que vous aimeriez changer un petit peu à l'avenir, ce qui vous fait espérer quand même, parce qu'on va finir sur une note positive. Alors moi j'aurais voulu parler d'une petite chose en fait, parce que quand on dit fibromyalgie, c'est vrai que les gens se reconnaissent dans la fibromyalgie, même ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il y a des douleurs, voilà. Dans l'association, on nous parle beaucoup aussi on ne voudrait pas qu'on en fasse une maladie poubelle. Voilà, quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est, ah bon, tu dois être fibromyalgique, voilà, c'est un peu parce ça. que voilà, on a connu une personne qui avait des grosses douleurs, qui avait des gros problèmes. Le médecin lui a fait presque pas faire d'examen, et cette personne n'est plus là en fait. Elle n'avait pas cette maladie, elle avait une autre maladie, et ils sont passés à côté. Et on voit de plus en plus des médecins qui ne sont pas à l'écoute, et pour avoir un petit peu, je dirais, peut-être la paix par rapport à leurs patients, c'est une fibro, on vous donne ce qu'il faut pour la fibro, mais sans faire trop d'examens, et voilà. Donc moi, dans l'association, on en parle beaucoup de ça. On aimerait bien que d'autres associations en parlent aussi, les fédérations aussi, parlent de ça et de ne pas en faire une maladie poubelle par rapport, dire, voilà, vous avez mal là, oui, c'est la fibro, voilà, on est donc tranquille. une meilleure formation des médecins, quand même, ça a l'air d'être assez pointé du C'est doigt peut-être un peu des bête. douteux. Alors Mais moi, je suis d'accord. par expérience, je dirais, les nouveaux médecins connaissent la fibromyalgie. Les anciens médecins, non, je ne pense pas qu'ils aient travaillé dessus. Donc, je pense qu'ils sont pas, ils sont pas. Bon alors, on a notre note positive pour finir cette émission. Alors, ça veut dire que on est quand même dans le bon sens, que les nouveaux médecins, ils sont Enfin, pour plus. moi, je sais pas après, je sais pas ce que vous en pensez, mais Les nouveaux médecins sont plus ouverts, c'est vrai, ils sont moins fermés dans des dogmes, ils sont plus à l'écoute d'autres pratiques et c'est très bien. Et maintenant, il y a beaucoup de choses encore à faire. On imagine. On n'a pas encore cessé de... Mais ne serait-ce que dans ce l'écoute, sens. voilà, quand quelqu'un se plaint, on sait qu'il y a des enfants aussi qui ont la fibromyalgie, et j'ai entendu l'autre jour à la télé que les enfants, il ne fallait pas trop les écouter, c'était beaucoup du mimétisme. Et en fait, un enfant qui a mal, il a mal, quoi. Si vraiment il le dit, c'est qu'il le ressent. Donc voilà, c'est surtout l'écoute des médecins par rapport aux gens qui souffrent. Eh bien, on va finir sur cette note positive des futurs médecins. On a vu que c'était important de garder l'esprit positif dans cette maladie et de façon générale. Merci en tout cas d'être venu partager vos connaissances et votre expérience sur Merci à vous. Merci encore. C'est maintenant l'heure de la consultation et on va continuer à parler soulagement de la douleur avec le docteur Noëlla Rodenbücher. Quels médicaments existent-ils et surtout quels risques éventuellement à trop en consommer? Elle nous dit tout pour adopter les bons réflexes. Donc pour parler d'antidouleur ou d'antalgique, il faut d'abord parler de la douleur. La douleur, il en existe de deux types, la douleur aiguë et la douleur chronique. La douleur est avant tout un signal d'alarme pour prévenir le corps d'un danger, qu'il soit extérieur ou qu'il soit intérieur au corps. Donc la douleur aiguë, c'est quelque chose de court dans le temps, mais parfois cette douleur aiguë devient chronique, c'est-à-dire que le signal d'alarme persiste dans le temps. Donc il est important de bien différencier les deux types de douleurs pour pouvoir bien les traiter. Aujourd'hui, sur le marché, plusieurs antalgiques sont disponibles, dont certains se retrouvent en libre service, c'est-à-dire qu'ils peuvent être achetés sans ordonnance. Parmi ceux-ci, on retrouve principalement les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, le durophène, le kétoprophène ou bien l'Advil, et toute la classe des paracétamol, plus connus sous le nom de Doliprane, Dafalgan ou Efferalgan. Il existe également l'aspirine, mais aujourd'hui elle est bien moins prescrite, donc bien moins utilisée, en tout cas en termes d'antalgiques. Par contre, il faut se méfier des médicaments qui restent dans les placards qui vous ont été prescrits auparavant, parce qu'ils ont été prescrits dans une certaine indication, et prendre des médicaments dans d'autres indications pourrait être délétère, à la fois pour votre santé et à la fois pour la douleur en question. J'en viens à l'étape suivante. Il est vrai qu'un antalgique a un rôle de diminuer une douleur, de l'étouffer un petit peu. Seulement, la douleur, rappelons-le, est quelque chose, un signal d'alarme qui véhicule un message. Et étouffer une douleur lorsque le message est important et qu'il doit être exploré, ça peut retarder les explorations et aggraver la situation. D'autant qu'il faut le rappeler, beaucoup de médicaments en général, mais en particulier les antalgiques, ont des effets secondaires, pas anodins,
On pense principalement aux problèmes hépatiques liés au paracétamol, aux problèmes rénaux liés aux INS, ce qu'on ne dit pas quand on en prescrit, mais une prise régulière d'anti-inflammatoires non stéroïdiens type ibuprofène, ça peut abîmer le rein à long terme, ça peut abîmer le cœur à long terme, ça crée de la tension artérielle et en plus, ça peut faire des ulcères gastriques. Donc il y a vraiment des risques liés à ces médicaments qui sont eux en vente libre et ceux qui sont dans les placards, rappelons-le, notamment tout ce qui va être des dérivés de la morphine comme la codéine ou le tramadol, ça peut entraîner des constipations, des somnolences, des vertiges. Donc attention aux antalgiques, ne pas les utiliser à mauvais escient, bien en parler avec votre pharmacien ou avec votre médecin dans des situations qui vous semblent compliquées. Voilà, Grand Format Santé, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez revoir cette émission sur le site de la chaîne www.yvelina.com ou directement sur la page Facebook du magazine. Nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux invités, de nouveaux reportages, de nouvelles consultations et d'ici là, bonne santé.